Jean-Christophe. Stéphane. Le FMI a relevé il y a quelques jours sa prévision de croissance mondiale pour 2023, 2,9%. Quel est votre sentiment? Est-ce que vous êtes, on peut dire, optimiste ou pessimiste en matière de perspective? Tout dépend de ce que l'on regarde. Où on regarde, c'est-à-dire quelle région, quel pays, et surtout à quel horizon on se place, ce qui est fondamental. À court terme, je partage d'une certaine mesure l'avis du FMI. Il y a des raisons d'être plus optimiste. La situation s'est nettement améliorée ces derniers temps. Je dirais plutôt que les risques les plus impactants que nous avions identifiés ne se sont pas matérialisés, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Cela dit, ce n'est pas parce que les risques ne se sont pas matérialisés qu'ils ont disparu. Et à cet égard, l'horizon, je dirais, l'horizon ne s'est pas dégagé, contrairement à ce que peut laisser suggérer l'évolution des marchés financiers depuis le début de l'année, notamment en Europe, qui repose selon moi sur un optimisme assez malvenu dans la mesure où il suppose des hypothèses qui sont toutes à vérifier, en tout cas pour l'instant, et qui, pour certaines d'entre elles, peuvent paraître incompatibles. Je pense notamment à cette hypothèse de baisse continue de l'inflation, concomitamment à un rebond vigoureux de l'économie chinoise. Je pense qu'il faut rester prudent. Si, comme on l'a vu, le pire n'est jamais certain, le meilleur non plus. Oui, et d'ailleurs, on a appris ce matin, avec évidemment toutes les précautions d'usage, que le gazoduc en provenance d'Azerbaïdjan avait été endommagé par le séisme, ce qui pourrait d'ailleurs compliquer la reconstitution des stocks de gaz pour l'hiver prochain. À plus long terme, quelles sont vos prévisions? Alors à plus long terme, il ne s'agit plus de prévisions, il s'agit de scénarios, comme toujours, et d'autant plus aujourd'hui que nous vivons un moment de bascule entre deux régimes. L'ancien régime, on le connaît, le nouveau régime, on ne le connaît pas encore. Il reste dans une large mesure inconnu, il reste à déterminer, il va dépendre de nombreux facteurs, dont certains seront d'ailleurs débattus au cours des tables rondes de la matinée et même cet après-midi. Ce qu'on sait, c'est une conviction que j'ai, c'est que d'un strict point de vue macroéconomique, il va se traduire par plus d'inflation. Et c'est l'acceptation ou non de cette inflation structurellement plus élevée que va dépendre la voie sur laquelle se mettra l'économie mondiale qui, pour schématiser, se trouve un peu à la croisée des chemins entre, d'un côté, un régime certes plus inflationniste, mais peut-être plus soutenable, économiquement, socialement, environnementalement, et un régime certes moins inflationniste, mais associé à une croissance probablement plus faible, des taux de chômage plus élevés, ce que les économistes appellent un régime, un équilibre de sous-emploi, ouais, et qui peut s'avérer bien plus compliqué à gérer d'un point de vue social, et où le financement des investissements d'avenir est tout sauf assuré. Donc 2023, notre lecture chez Coface, et d'une certaine mesure 2024 également, sont deux années charnières qui permettra à l'économie mondiale d'emprunter une voie ou une autre, qui sont les deux scénarios polaires que je viens d'évoquer, en fonction des choix qui seront faits, notamment par les autorités en charge de la régulation du cycle, c'est-à-dire les gouvernements et les banques centrales. Alors pour 2023, qu'est-ce que vous anticipez à court terme? Alors à court terme, on respire, c'est ce qu'on s'était dit. On est soulagé, on peut pousser effectivement un ouf de soulagement. L'économie mondiale ralentit un peu partout, mais elle résiste. C'est ce qu'on constate. Les derniers chiffres qui ont été publiés, aux États-Unis, les chiffres de croissance sur le dernier trimestre 2022 sont favorables. En Europe, on a échappé à la récession. Au trimestre, la croissance européenne s'est affichée à plus 0,1%. On n'est pas loin de zéro. D'ailleurs, si on retraite de la croissance exceptionnelle en Irlande liée à des événements non moins exceptionnels, on est plutôt à moins 0,1% au trimestre. Mais on a échappé à ce scénario très adverse que le marché avait en tête, que nous avions aussi en tête, mais qui restait un scénario risqué. Rien n'est joué pour le futur. Les incertitudes restent extrêmement fortes, mais dans l'ensemble, on est quand même rassuré. Ouais. Une question qui revient très souvent, Jean-Christophe, est-ce qu'on a vraiment franchi le pic d'inflation, aussi bien aux États-Unis que dans la zone euro? A priori, oui. C'est ce qu'on peut voir. L'inflation recule de manière assez nette aux États-Unis. Ça fait 5-6 mois que le taux d'inflation total est en recul aux États-Unis. Il reste très élevé, on est à 6,5%. C'est le cas aussi en Europe, où l'inflation s'inscrit en baisse depuis plus récemment, depuis 1 ou 2 mois. C'est d'ailleurs un des facteurs qui explique la bonne tenue, la moins mauvaise tenue qu'anticipée qu'on pouvait craindre de la macroéconomie. Ouais. Dans l'ensemble, ce recul de l'inflation, si vous voulez, c'est tout à fait une surprise, compte tenu de l'évolution des prix des matières premières. On l'aurait d'ailleurs eu, ce ralentissement de l'inflation,
pour des simples effets de base, c'est-à-dire d'un point de vue strictement mécanique, arithmétique, l'inflation aurait reculé, puisqu'en comparaison annuelle, les prix de l'énergie avaient cessé d'augmenter. Elle devrait d'ailleurs continuer de reculer, pour ces mêmes raisons, à un horizon court, hein, c'est-à-dire d'ici la fin de l'été. Mais ce n'est pas le plus important, si vous voulez, ce n'est pas cette chute de l'inflation qui, encore une fois, est tout sauf une surprise, c'est probablement le point d'atterrissage de ce taux d'inflation. Là, on parle des économies avancées. Est-ce que le constat est le même dans les pays émergents? Alors oui, l'inflation ne baisse pas que dans les pays développés, elle baisse à peu près partout, ce qui n'est pas surprenant non plus dans la mesure où les taux d'inflation avaient augmenté pour des raisons qui étaient quand même communes, hein, qui étaient l'évolution des prix des matières premières, au premier rang desquelles l'énergie. Quelques exceptions, comme en Indonésie par exemple, où l'inflation s'inscrit plutôt à la hausse, un peu comme en France d'ailleurs, qui n'est pas un pays émergent, puisque les subventions étaient retirées sur les prix à la pompe, et de facto ça fait augmenter les prix. Il n'y a guère que la Chine qui s'inscrit dans un schéma un peu différent, pour des raisons qui lui sont propres. L'inflation n'avait pas augmenté l'an dernier en raison des difficultés auxquelles la Chine était confrontée, et comme on s'attend à un rebond de l'activité en Chine, on s'attend à ce que l'inflation s'y accélère également. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, mais comment vont les pays émergents? L'an dernier, on était plutôt inquiets, on a l'impression quand même que le vent a tourné favorablement. Oui, c'est ce qu'on constate depuis maintenant quelques mois. La collecte, hein, les flux de capitaux vers les pays émergents ont changé de sens. En Chine, depuis 2 mois, on a eu des entrées nettes de capitaux sur les investissements de portefeuille à hauteur d'à peu près 15 milliards de dollars, ce qui tranche avec la situation de 2022 où la Chine décollectait, mais les autres émergents également. Alors, il y a plusieurs facteurs derrière ce retour en grâce des émergents au lieu des investisseurs, j'y reviendrai. Je pense que ce qu'il faut garder en tête dans un premier temps, c'est qu'il y a une très forte hétérogénéité dans les pays émergents. Il y a autant de situations que de pays, si je puis dire, ou quasiment. Il y a d'un côté ceux qui vont très mal, qui sont déjà en situation de défaut, de quasi-défaut. On a vu en 2022 hein, la Zambie, le Sri Lanka, le Ghana. Il y a ceux qui sont dans des situations très proches. Je pense au Pakistan, je pense au Laos. En général, pour des raisons qui leur sont communes, qui sont dans des déséquilibres extérieurs forts, une dépendance sur leurs importations de matières premières, notamment d'énergie, la faiblesse de leurs réserves de change, le panorama assez global des émergents défavorable quand les pays développés resserrent leur politique monétaire. Et puis en face, on a des émergents qui vont très bien, les pays du Golfe. Je ne vous fais pas un dessin, je pense que la raison est assez évidente. L'Inde, qui va aussi plutôt bien. Des pays d'Afrique subsaharienne comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, et puis des pays qui sont dans une situation un peu intermédiaire entre ils vont ni bien ni mal, mais ils devraient aller mieux. C'est notamment si la Chine rebondit, c'est le cas du Brésil par exemple, c'est le cas de tous les pays qui d'une manière générale sont fortement intégrés avec la Chine par leurs liens commerciaux, biens ou services. On peut les lister, il y en a beaucoup, hein. Il y a le Brésil, il y a l'Angola, il y a la République démocratique du Congo, il y a le Nigeria, il y a beaucoup de pays qui sont très intégrés avec la Chine et qui profiteront du rebond chinois, qui est le premier facteur derrière le retour en grâce des émergents au sens large dans une optique d'investissement. On a fait la liste, je ne vais pas y revenir. Il y a aussi des pays développés au passage, hein, qui ont quand même des liens commerciaux assez importants avec la Chine, l'Australie, mais l'Allemagne également, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et le deuxième point derrière, qui est fondamental pour apprécier la macro émergente à un horizon court-moyen, c'est le pivot des banques centrales, ou le supposé pivot des banques centrales, l'arrêt ou le ralentissement dans un premier temps, puis l'arrêt et éventuellement les baisses de taux que les banques centrales devraient effectuer, dans la mesure où ça participe d'un assouplissement des conditions financières qui est quand même bienvenu pour les pays qui ont des forts déséquilibres courants. La dépréciation du dollar d'à peu près 10% depuis son point haut atteint fin septembre dernier et illustre bien cet assouplissement des conditions de financement des émergents. Mais pour parler très concrètement, est-ce que ça veut dire que les banques centrales vont pouvoir ralentir le rythme de hausse des taux, voire les baisser en fin d'année? Certains l'envisagent déjà. Oui, c'est ce que pense le marché. Oui. Et c'est ce qu'on a inscrit dans notre scénario central, en tout cas pour l'arrêt des hausses de taux, probablement au tournant de l'été. C'est tout sauf joué qu'elle les baisse fin 2023 ou début 2024. Et d'ailleurs, vous avez entendu, on lit tous la presse spécialisée, les discours des banquiers centraux récemment qui se font quand même un petit peu plus martiaux, un petit peu plus musclés sur le front de l'inflation. Mais a priori, au tournant de l'été, on devrait voir une forme de pause
dans le processus de resserrement monétaire, ce qui n'est pas déraisonnable, dans le fond, compte tenu du contexte actuel, qui est quand même à une stagnation de l'activité dans les pays développés et un recul, même en trompe-l'œil, de l'inflation. Il faut bien avoir en tête, et d'ailleurs les banques centrales ont en tête, les délais de transmission de la politique monétaire à l'économie réelle, au marché du travail et ensuite à l'inflation. Il peut se passer, alors selon les estimations, entre 6 à 12 mois. Or, la première hausse des taux de la Réserve fédérale aux États-Unis, vous vous en souvenez sans doute, c'était mi-mars 2022, c'était il y a moins d'un an. Ce n'est pas exactement la position, ou en tout cas le discours de la Banque centrale européenne qui, depuis la fin de l'année dernière, a adopté un ton nettement plus agressif. Et on l'a encore entendu il y a quelques jours, Christine Lagarde, qui nous annonce encore 50 points de base de hausse pour la prochaine réunion. Oui, ce n'est pas souvent que la Banque centrale se prononce à l'avance sur les décisions de politique monétaire. Il faut bien comprendre que la problématique inflationniste n'est pas exactement la même outre-Atlantique et en Europe. Notre conviction chez COFAS, c'est que la Banque centrale européenne se retrouvera bientôt confrontée à un retour à la réalité, notamment à la réalité du risque souverain, qui a disparu un peu des radars sur la période récente, mais qui, à mon sens, a tort, d'une certaine manière. Alors, pour rassurer tout le monde, la situation n'a rien à voir avec 2012. Des progrès institutionnels significatifs ont été faits en la matière. La position extérieure des pays du sud, notamment de l'Europe, n'est absolument plus la même que 10 ans auparavant. Mais si on regarde les niveaux d'endettement public, ils sont tous sauf inférieurs à ce qu'ils étaient il y a 10 ans. La croissance dans ces pays, la croissance potentielle, c'est-à-dire la capacité à générer des revenus, est a priori inférieure, d'autant que la crise énergétique ne va pas rajouter du potentiel de croissance aux pays européens. Et donc il reste le dernier paramètre qui sont les taux. Si vous rajoutez des taux très élevés durablement, la problématique peut devenir très vite très mortifère, j'allais dire. D'autant que cette fois-ci, les pays du cœur peuvent se trouver sous le feu des projecteurs. J'ajouterai un dernier point d'ailleurs. C'est que l'assouplissement des conditions financières qu'on a observé depuis le début de l'année dans l'ensemble et que matérialisé par la baisse des taux longs en Europe, elle participe à mon sens d'une mauvaise lecture par le marché du risque inflationniste. Et que les taux longs pourraient se remettre à augmenter assez rapidement dès lors que le marché aura intégré cette erreur d'anticipation sur l'inflation, et ce d'autant d'ailleurs que la BCE va désormais bientôt procéder à la deuxième phase de la normalisation monétaire, c'est-à-dire à la réduction de la taille de son bilan. Si je comprends bien, le moindre activisme des banques centrales devrait permettre à l'économie mondiale d'atterrir en douceur ou en tout cas d'éviter la récession qu'on redoutait il y a encore quelques mois. Oui. La récession au niveau mondial, on parle de récession au niveau mondial quand on a une croissance entre 1,5 et 2%. Hein, on n'est pas sur des niveaux comme on entend sur les pays développés. Je pense que cette année, sauf catastrophe, on devrait l'éviter. Alors après, encore une fois, tout dépend de ce que l'on regarde, la situation émergente ou les pays développés, et dans les pays développés, les États-Unis ou l'Europe, qui ne sont pas vraiment dans la même position ni structurelle ni cyclique. Dans l'ensemble, ce qu'on peut déjà voir, et ce qui peut être rassurant, c'est qu'on a échappé à une catastrophe financière. Ce qui, compte tenu des niveaux d'endettement à la fois privés et publics, et de la brutalité du resserrement monétaire effectué depuis moins d'un an, était tout sauf acquis. Et ça, c'est quand même à mettre au crédit des banques centrales qui ont su piloter, en tout cas jusqu'à maintenant, les anticipations du marché. Donc dans l'ensemble, nous, on n'a pas changé notre scénario depuis un petit moment, on reste résolument confiant sur ce scénario dit central, qui est celui d'une croissance qui continuerait de ralentir et qui devrait être aux alentours de 2% au niveau mondial au taux de change du marché sur l'ensemble de l'année 2023, principalement soutenu par les émergents, notamment la Chine, qui reviendra, avec une croissance atone, très faible, proche de zéro, dans les économies avancées, concomitamment, conjuguée avec une inflation qui resterait élevée. À propos d'inflation, tout à l'heure, vous parliez de chute et d'atterrissage. C'est quoi la nuance entre les deux ? Alors, je ne fais pas uniquement référence à un célèbre film français du milieu des années 90. Je pense que pour l'inflation, ça s'applique particulièrement bien, dans la mesure où, comme je vous le disais, la baisse de l'inflation n'est tout sauf une surprise. Et le deuxième point, c'est que le point d'atterrissage, il y a de fortes chances qu'il ne se situe pas en phase avec la cible des banques centrales, qui est, comme vous le savez, 2%. Pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que la transmission du premier tour d'inflation au prix des autres biens et services, c'est-à-dire de l'énergie et des produits alimentaires dans un premier temps, au prix des autres biens et services et au prix du travail, c'est-à-dire les salaires, est finie.
C'est d'ailleurs une grande crainte de certaines banques centrales, c'est d'assister à ces effets de second tour sur les salaires. On le voit aujourd'hui, de nombreuses composantes de l'indice des prix à la consommation, notamment les services, continuent d'être particulièrement dynamiques. L'inflation sous-jacente baisse moins, l'inflation sous-jacente étant l'inflation hors énergie et alimentaire non transformée, baisse moins que l'inflation totale. Quand elle baisse d'ailleurs, elle continue d'augmenter en Europe. Hors énergie et alimentaire non transformé, on est à 7% d'inflation sous-jacente en Europe. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas acquis qu'on retourne à 2%, et ce d'autant, comme on y faisait référence au tout début de notre entretien, la possibilité d'un rebond de l'inflation tiré par les commodités au second semestre 2023 est tout sauf nul. Je tiens à préciser que c'est un risque fondamental, et d'autant plus qu'il s'est passé sur le gazoduc, enfin il pourrait s'être passé ce qui s'est passé sur le gazoduc azéri, pourrait se rejouer un peu le scénario de l'automne 2021, vous vous en souvenez sans doute, avant même le conflit en Ukraine, où les autorités chinoises, parce qu'elles commençaient, pour assurer le rebond de leur secteur manufacturier, avaient enjoint leurs compagnies énergétiques et leurs utilities de sécuriser les approvisionnements d'énergie, notamment de gaz naturel liquéfié, à n'importe quel coût. Ouais. Ce qui avait provoqué une envolée des prix assez forte, avant même l'ouverture du conflit en Ukraine. Et ça, c'est, à mon sens, une des principales incertitudes qu'on a sur 2023. Que feront les banques centrales dans ce scénario? Et même en l'absence de scénario, est-ce que les banques centrales, elles feront l'extra mile, si vous voulez, le dernier kilomètre, pour ramener l'inflation sous-jacente et totale à 2%, en provoquant ou en aggravant une récession pour casser la dynamique des prix et des salaires. D'un point de vue strictement normatif, nous, on pense que ce ne serait pas souhaitable, puisque même si les banques centrales parvenaient à ramener cette inflation à 2%, à long terme, les pressions inflationnistes feraient que c'est un peu une guerre un peu perdue d'avance. Ouais. Sur le plus long terme, c'est-à-dire 2024 et au-delà, pourquoi est-ce que vous pensez que l'inflation pourrait être de retour? Alors, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on pense que l'inflation serait de retour. La première d'entre elles, c'est le vieillissement démographique, dans la mesure où il participe d'une déformation du ratio des producteurs sur les consommateurs. On aura moins de producteurs par rapport au nombre de consommateurs, c'est le ratio retraité sur le nombre d'actifs. La deuxième d'entre elles, c'est notre entrée quelque part dans un monde de rareté. Certains parlent de fin de l'abondance, à juste titre, je pense. Et l'énergie, d'ailleurs, est un cas d'école à ce niveau-là, puisqu'on va payer, si vous me passez l'expression, quelque part, notre sous-investissement chronique dans les énergies du présent, c'est-à-dire le pétrole et le gaz, où les investissements ont fortement chuté en 2014-15 et n'ont que très faiblement rebondi depuis. Et puis, les investissements d'avenir, notamment dans la décarbonation de ce système énergétique, où, là aussi, la facture risque d'être relativement lourde. La transition énergétique ne sera pas désinflationniste. Et ceci, sans tenir compte d'ailleurs de la toile de fond géopolitique. Pourtant, on entend que les énergies renouvelables permettent de produire de l'énergie à un coût marginal proche de zéro. Est-ce que ça veut dire fondamentalement que la transition est désinflationniste? Ah non, absolument pas. Ce que je vous disais, enfin, déjà, je pense qu'il faut tordre le cou à cette idée, si vous me passez l'expression. Déjà, le coût marginal de production d'un électron vert, il n'est pas nul. Il y a toujours des coûts de maintenance, des coûts opérationnels. Mais ce que reflète le prix d'un électron vert, c'est avant tout la masse d'investissement qu'il a fallu réaliser pour le produire, l'amortissement de ces investissements. L'Agence internationale de l'énergie a chiffré que pour se mettre sur une trajectoire net zéro en 2050, c'est-à-dire pour répondre à nos objectifs collectifs définis à Paris pendant la COP, qu'il faudra investir à peu près 3,5 trillions de dollars par an au cours des 10-12 prochaines années, juste pour se mettre sur cette trajectoire. Je crois qu'on en est loin. On n'est pas au tiers du chemin. En gros, il manque à peu près entre 2 et 2,5 trillions de dollars par an d'investissement uniquement dans la production. Production au sens large, c'est-à-dire panneaux photovoltaïques, turbines éoliennes, réseaux, électrolyseurs, batteries, etc. 2,5 trillions de dollars pendant 10 ans, ça fait 25 trillions de dollars. C'est l'encours total de dette publique négociable américaine, pour avoir un ordre de grandeur. C'est pas rien. Et j'ajouterais que, j'ouvre une parenthèse ici, que ce financement, enfin cette facture est d'autant plus alourdie que les intérêts sur la dette contractée pour financer ces investissements seront élevés. Et à cet égard, le maintien durable, la lutte contre l'inflation aujourd'hui, c'est-à-dire le maintien durable de taux particulièrement élevés, risque d'une certaine manière de contrevenir à nos objectifs climatiques, mais aussi
quelque part, à la stabilité des prix à moyen terme, puisqu'elle participe du renchérissement de cet électron vert sur le long terme. À part ce monde de rareté dont vous parlez, est-ce qu'il y a d'autres raisons derrière le retour de l'inflation? Oui, la dernière d'entre elles, qui a été assez documentée récemment, notamment depuis la crise épidémique, c'est la remondialisation. Certains parlent de démondialisation. Moi, je n'adhère pas forcément à ce diagnostic. Je parle plutôt de remondialisation, c'est-à-dire de recomposition des chaînes de valeur à l'échelle mondiale. Ce que la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine ont révélé, c'est justement la vulnérabilité de ces chaînes de valeur qui pousse aujourd'hui les firmes multinationales à reconsidérer l'organisation, leur chaîne d'approvisionnement, leur chaîne de production au sens large, à la recherche davantage de sécurité plutôt que d'efficacité, pour résumer. On passe en quelque sorte d'une logique de just-in-time de recherche d'efficacité de moindre coût à une logique just-in-case de sécurité des approvisionnements. Et tout ceci est coûteux, puisque relocaliser des productions sur le territoire domestique ou dans des pays dits amis, c'est le nouveau mantra dit de friendshoring, je ne sais pas traduire ça en français, ceci est coûteux. Pourquoi? Parce que les coûts salariaux, administratifs, logistiques sont plus élevés dans ces pays, par définition, puisque au départ, les entreprises étaient parties dans d'autres pays pour des raisons de coûts. Donc tout ceci va participer d'un regain d'inflation à moyen long terme. Ouais, au final, ça représente quand même pas mal d'inflation. Est-ce qu'on peut mettre un chiffre et surtout, quelles peuvent être les conséquences? Alors très compliqué de mettre un chiffre aujourd'hui, comme on en parlait, on n'a pas encore tous les paramètres pour le dire. Ce qui est à peu près certain, c'est que ça aura des conséquences fondamentales sur la macroéconomie mondiale et sur la valorisation des actifs. Je vois 3 conséquences à ce stade. La première, c'est l'abandon, à terme, de la cible des 2% d'inflation par les banques centrales des pays développés. 3%, 4%, 5%, ces niveaux sont déjà débattus par la communauté des économistes. Mais sauf à vouloir mener des politiques monétaires éternellement restrictives, et donc à plonger les économies développées dans des équilibres de sous-emploi, une forme de récession latente éternelle, les banques centrales vont à un moment devoir changer probablement la focale. C'est un gros changement de logiciel, là. C'est un gros changement de logiciel, mais qui me paraît, compte tenu des équilibres qu'on vient d'évoquer, absolument, qui me semble incontournable. Le deuxième point, c'est un peu le retour d'un mot tabou depuis une trentaine, quarantaine d'années. C'est le retour, dès lors qu'on aura accepté plus d'inflation, d'une forme de réindexation des salaires. Au moins conditionnelle, partielle, pas obligé de reproduire exactement les mêmes erreurs du passé, c'est-à-dire une indexation automatique et intégrale, mais une réindexation partielle qui sera, à mon sens, rendue indispensable dès lors qu'on ne pourra plus accumuler de la dette pour compenser les pertes de revenus réels comme on a pu le faire au cours des 30-40 dernières années. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le retour de l'inflation, c'est un changement radical des règles du jeu, un game changer en bon français, dans la mesure où ce que la désinflation des années 80, puis l'absence totale d'inflation pendant les 30 années qui ont suivi, permise par l'énergie peu chère, permise par l'émergence de la Chine sur l'international, cette absence d'inflation a permis la baisse des taux, qui a permis d'empiler de la dette pour compenser les pertes de revenus réels. Et ceci, c'est plus possible dès lors que l'inflation revient. L'inflation signe quelque part un peu l'arrêt de mort, si je puis dire, de cet ancien système. Et la troisième raison, c'est qui dit ces 2 derniers paramètres que je viens d'évoquer, dit probablement, à terme, en tendance, une baisse de la rentabilité du capital et notamment de la profitabilité des entreprises compte tenu des éléments que je viens d'évoquer. Baisse de la profitabilité en tendance des entreprises, alors évidemment avec énormément d'hétérogénéité selon la localisation géographique, la spécialisation sectorielle, le pricing power des entreprises. Mais qui dit baisse en tendance de la profitabilité et contrainte sur l'endettement dit a priori hausse de la sinistralité. Il se pourrait à cet égard que ce qu'on observe aujourd'hui ne soit que le début d'une forme de normalisation du niveau de la sinistralité. Ça donne quand même l'impression au final que vous êtes plutôt pessimiste. Alors je vais vous surprendre, mais non. Je dirais que c'est plutôt même une lecture optimiste de l'histoire, dans la mesure où le contrefactuel qu'on a évoqué n'était pas forcément plus favorable. Et deuxièmement, parce qu'on aurait dans ce nouveau monde, dans ce nouveau régime, une croissance en valeur qui serait finalement pas si différente de la croissance en valeur de l'ancien régime, juste avec un partage volume-prix différent, moins de volume, plus de prix, une forme de stagflation 2.0, moins stéréotypée, si vous voulez, que celle des années 70, évidemment.
mais qui nous permettrait, à mon sens, de concilier nos différents objectifs collectifs, que sont à la fois le désendettement, on sait que c'est toujours plus facile quand on a un peu d'inflation, de transition et de gestion du risque climatique à travers cette sobriété, cette forme de sobriété que permettrait d'avoir une croissance un peu inférieure en volume, et de par le financement de la transition énergétique que ce régime permettrait, et puis de résorption aussi des inégalités dès lors que l'inflation est endogénéisée, excusez-moi pour ce barbarisme, hein, dès lors que l'inflation n'est plus une inflation exogène, une inflation importée, mais qu'elle se répercute, dès lors que ça devient de la bonne inflation, sur la résorption des inégalités, puisque l'inflation dans un tel système permet une forme de redistribution des créditeurs vers les débiteurs. Merci beaucoup, Jean-Christophe Caffé, chef économiste de Coface.